Les bourses d'études sont-elles un piège pour l'Afrique? Un danger? Un poison que les Africains sont en train d'ingurgiter depuis de nombreuses années? Parce que chaque année, nos étudiants les plus brillants, les meilleurs, partent à l'étranger. Mais est-ce qu'ils reviennent vraiment développer l'Afrique? Est-ce qu'ils contribuent réellement au développement de l'Afrique? Est-ce que si on observe les 30 dernières années, les 50 dernières années, les étudiants africains ayant bénéficié de bourses pour l'Occident, est-ce que ces étudiants sont réellement revenus ou d'une manière ou d'une autre, on peut contribuer au développement de l'Afrique? On peut contribuer à rehausser l'image de l'Afrique? C'est la question que je me suis posée et qui m'a incité à réaliser cette vidéo. Je voudrais donc que vous puissiez la partager, que vous puissiez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, afin qu'on puisse régulièrement discuter de thématiques similaires à celle-ci et qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions qui vont nous permettre, nous Africains, de résoudre nos propres problèmes, parce qu'en réalité, personne ne viendra résoudre nos problèmes en dehors de nous-mêmes. Avant de commencer à développer la thématique, je voudrais commencer par poser une question. Vous qui regardez cette vidéo, est-ce qu'il y en a certains qui sont boursiers? Est-ce qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont bénéficié d'une bourse pour l'Occident? Je voudrais qu'en commentaire, vous puissiez me donner votre expérience et quelques années après, votre retour sur votre contribution au développement de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, nous avons une éducation qui est à la fois utile et indispensable, mais qui malheureusement est aussi manipulée. La fuite des cerveaux est en train de dévaster l'Afrique. Et là, je parle en tant que médecin de formation. L'une des disciplines qui est certainement plus touchée par ce phénomène de fuite de cerveau. Tous les jours, j'ai des informations de mes collègues médecins qui sont allés s'installer au Canada, qui sont allés s'installer en France, qui sont allés s'installer en Allemagne, qui sont allés s'installer dans plusieurs autres pays. Bien sûr, chacun a le droit de s'installer où il se sent à l'aise. Nous sommes d'accord là-dessus. Je ne voudrais pas que le débat soit à ce niveau. Chacun a le droit de s'installer dans un pays, dans un environnement où il estime être plus à l'aise pour pratiquer son activité, pour être épanoui, pour être heureux, où les conditions de vie sont les plus agréables. C'est le droit de tout un chacun. La migration dans un pays, la circulation entre les pays, c'est un droit. Donc je ne voudrais pas qu'on s'éloigne du sujet. Parce que je sais qu'en commentaire, certains vont venir dire l'Afrique est corrompue, les dirigeants sont montés, descendus, ainsi de suite. Et on va s'éloigner du cœur du sujet. Si vous avez trouvé un environnement dans lequel vous êtes plus à l'aise et plus épanoui, c'est ce que tout le monde recherche après tout, y compris moi. Donc je ne pourrais pas commencer à tirer sur tel ou sur tel. Déjà, je n'en ai pas qualité. Je n'ai pas qualité de juger le choix de quelqu'un. Et encore moins de pouvoir apprécier sa satisfaction, son désir de s'en aller, si c'était pertinent ou pas. Ce n'est pas mon rôle. Ici, dans cette vidéo, je voudrais principalement qu'on puisse parler de ce sujet précis, à savoir la fuite des cerveaux, et ensemble réfléchir sur des solutions pour y remédier. C'est tout. Parce qu'en Afrique, l'école, je vais partir de mon expérience. Moi, j'ai eu à fréquenter principalement en Afrique, de l'école maternelle à l'école primaire jusqu'à mes études universitaires à l'Université des Montagnes où j'ai obtenu mon doctorat en médecine il y a de cela plus de 10 ans aujourd'hui. Et en fait, l'école est structurée d'une manière qui est tout à fait classique. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en Afrique, le système est encore tributaire de l'époque coloniale. Donc, très peu de pays africains ont déjà eu à effectuer des réformes profondes du système éducatif pour permettre une adéquation entre ce que nous apprenons à l'école et les besoins sur le plan professionnel, sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'industrie, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on a un système éducatif qui est encore profondément colonial.
et qui entraîne donc une déconnexion très profonde entre l'enseignement et le contexte économique qui non seulement est dynamique, mais qui surtout est en déphasage total avec ce que nous apprenons à l'école. C'est pour ça que je parle souvent de la pluridisciplinarité, je parle souvent du fait de développer l'apprentissage autonome, d'être un autodidacte, de pouvoir apprendre dans plusieurs disciplines. Parce qu'aujourd'hui, fatalement, on ne pourrait plus se contenter uniquement des compétences acquises à l'école qui sont indispensables. Je tiens à le préciser, toujours pour éviter qu'on s'éloigne du sujet. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des médecins, on a besoin des architectes. On a besoin des infirmiers, on a besoin de toutes ces personnes qui sont formées dans le système éducatif pour faire fonctionner notre société. C'est indispensable. Parce que je ne voudrais pas qu'en commentaire, quelqu'un commence à dire « Donc tu veux dire que l'école ne sert à rien, donc tu veux dire qu'on ne doit pas fréquenter, donc toi tu es médecin, tu ne veux pas oser qu'on fréquente. » Ne nous éloignons pas du sujet. Le sujet, il est bien précis. L'école est importante, l'école est indispensable, mais aujourd'hui, on doit questionner le contenu de nos programmes éducatifs en Afrique pour se rendre compte en réalité que cela est en inadéquation avec les besoins sur le plan professionnel. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Moi, j'ai été à l'école. À l'école, nous avons un programme qui n'est fondamentalement pas basé sur nos réalités, qui parfois est extraverti, qui répond parfois aux besoins d'autres pays. La preuve, en histoire, on apprend l'histoire des autres. En géographie, on apprend la géographie des autres. En mathématiques, on nous parle principalement de manière théorique sans nous montrer au quotidien comment est-ce que cela peut nous être utile. C'est lorsqu'on fait des études plus poussées que parfois on voit cette utilité-là. Donc du coup, à l'école, on se retrouve en train d'être un répétiteur la plupart des fois. On apprend à l'école pour passer, on doit réciter ce qu'on a appris, on nous évalue par rapport à ce qu'on nous a donné à l'école. Si tu ne dis pas exactement ce qui a été appris à l'école, tu peux être mal noté. Donc finalement, lorsqu'on sort major, lorsqu'on nous récompense, lorsqu'on nous donne des trophées, lorsqu'on nous donne nos diplômes, c'est parce qu'on a été un très bon exécutant, un très bon répétiteur d'une science qui est indispensable, je tiens à le préciser, mais qui parfois ne s'adapte pas à nos réalités, ne s'adapte pas à notre marché, ne s'adapte plus à notre environnement qui a changé. Parce que comme je le disais, l'environnement professionnel, il est dynamique, il change tout le temps. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de big data. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers. Il y a certains métiers qui ont disparu. Mais parfois, à l'école, on nous apprend toujours des choses qui sont importantes, mais qui parfois ne correspondent plus à notre contexte. Et après les études, donc, on se retrouve avec des étudiants, des élèves qui ont eu de brillantes notes à l'école, qui ont eu un parcours exemplaire, qui étaient majors, mais qui n'arrivent pas à s'insérer sur le plan professionnel, qui n'arrivent pas à trouver un emploi décent malgré le fait d'avoir fait de très grandes études. Moi, je peux parler du chômage des médecins, par exemple. Vous vous rendez compte? Une personne va à l'école, finit d'obtenir son baccalauréat, fait 7 ans d'études après le bac, devient médecin, c'est-à-dire une formation spécialisée, et n'arrive pas à trouver un emploi parce que le contexte économique, la situation sociale, tout cela fait en sorte que même le médecin parfois se retrouve au chômage. Ce qui pousse donc logiquement certains étudiants, certains professionnels, certaines personnes qualifiées à se dire pourquoi pas aller en Occident, pourquoi pas bénéficier d'une bourse pour aller continuer mes études à l'étranger. Ce qui fondamentalement n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut noter que notre formation a été subventionnée la plupart des fois par nos États. Moi, pour devenir médecin, l'école dans laquelle j'étais, qui était une école privée, a bénéficié de subventions de l'État du Cameroun. Quand j'étais au secondaire, j'ai fait le public, j'ai bénéficié de subventions de l'État du Cameroun. Donc, ce que je suis aujourd'hui, l'État du Cameroun a financé une partie de ma formation. Certains vont dire, oui, nous aussi on paye les impôts, nous aussi on a créé des entreprises. Oui, c'est une dynamique interdépendante. Ça veut dire, oui, nous sommes des citoyens, pour ceux qui respectent leurs droits et leurs devoirs. Nous contribuons au développement de notre État, parce que l'État, c'est chacun d'entre nous. Et notre État subventionne aussi des besoins régaliens, les missions régaliennes, comme par exemple l'éducation, la sécurité, la santé, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce que je suis, c'est aussi grâce à l'État qui a subventionné ma formation
pour que ma pension ne coûte pas trop cher, qui a subventionné aussi ma prise en charge sur le plan médical, parce que certains médicaments subventionnés, parce que certaines prises en charge subventionnées. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a certains organismes internationaux qui subventionnent aussi. J'ai fait même d'ailleurs une vidéo dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais pour éviter qu'on ne soit dans tous les sujets à la fois, je vais rester sur ce sujet précis. Donc ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'État qui souhaitait aussi qu'après ma formation, je puisse contribuer au développement de cet État qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, lorsque je prends une bourse et je m'en vais en Occident, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que tout le monde recherche le meilleur. Je me retrouve en France, je me retrouve en Allemagne, je me retrouve aux États-Unis, je me retrouve en Chine. Et je commence à étudier dans ce système, par exemple pour devenir ingénieur en mécanique ou alors en intelligence artificielle ou tout ce que vous voulez. Le problème qui se pose, c'est que dans ces pays en Occident, le système s'adapte aux réalités professionnelles la plupart des fois. Dans la plupart des pays sérieux, le système éducatif est concocté par les professionnels, est concocté par les industriels. Parce que nous avons par exemple une marque qui s'appelle Njoka, qui est une marque agroalimentaire. Nous avons une industrie qui est située au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, où nous fabriquons nos produits. Dans les pays sérieux, ce sont des personnes qui sont dans le domaine professionnel, qui sont à la tête des industries, qui sont à la tête des entreprises, qui façonnent le système éducatif. Ça veut dire, nous par exemple, en Njoka, nous avons besoin des personnes qui savent très bien éplucher le plantain en ayant le minimum de pertes possible. Ça nécessite une certaine expertise. Nous avons besoin de personnes qui savent bien peler le plantain en utilisant un ensemble d'outils qui partent des outils manuels jusqu'aux machines. On a besoin de personnes qui maîtrisent l'outil de production. On a besoin de personnes qui maîtrisent les types d'huile pour savoir l'huile à utiliser pour avoir de meilleurs chips. On a besoin de personnes qui savent conditionner. On a besoin de personnes qui savent réaliser des packaging. On a besoin de personnes qui savent faire la comptabilité de ce type d'entreprise. En fait, notre entreprise industrielle réunit plusieurs métiers spécialisés. Sauf que nous, étant sur le terrain, nous savons exactement les besoins que nous avons. Donc nous allons donc proposer au système éducatif de former des personnes en fonction d'un cahier de charges que nous allons soumettre au système éducatif pour qu'un étudiant qui sort d'une formation professionnelle puisse directement être recruté dans notre industrie parce qu'ayant subi ou alors bénéficié d'une formation qui s'adapte de manière chirurgicale à notre besoin. Donc ça devient plus facile de recruter une personne qui sort de ce système éducatif-là, ayant les qualifications pour intégrer notre entreprise. Et tout ce qu'il aura à faire dans notre entreprise, c'est de comprendre la vision, c'est de comprendre les missions, c'est de comprendre exactement l'idéologie pour facilement s'adapter. Mais sur le plan technique, la personne a déjà toutes les qualifications parce qu'ayant été formé avec un programme qui correspond exactement au cahier de charge de notre entreprise. C'est ainsi que les autres entreprises vont faire pareil. On a une entreprise, par exemple, dans le domaine du textile qui s'appelle SM, qui va faire pareil. Une autre qui est, par exemple, dans l'aéronautique, qui va faire pareil. Une autre qui est dans les services, qui va faire pareil. Donc, le système éducatif s'adapte donc par rapport à nos réalités professionnelles. Et chaque année, étant donné que c'est dynamique, étant donné qu'il y a des mises à jour, étant donné qu'il y a des intelligences artificielles et beaucoup d'autres données qui entrent en jeu, nous allons donc chaque année proposer des mises à jour du programme scolaire au système éducatif pour que les enfants, les étudiants, les élèves et tout le monde puissent s'adapter par rapport à cette nouvelle réalité. Dans tous les pays sérieux, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est le cas avec tous ceux qui bénéficient des bourses. Et que lorsque vous partez en Occident, vous arrivez dans un pays comme l'Allemagne, vous entrez dans un cycle d'ingénierie où le programme a été conçu par les industriels allemands, conçu par les industriels français si vous êtes en France, conçu par les industriels américains si vous êtes en Amérique, ainsi de suite. Donc ce qui fait que quand vous partez à l'école, vous êtes formé par rapport aux besoins du marché en Allemagne, en France, en Amérique, en Chine. Donc quand vous sortez de l'école, vous êtes calibré pour travailler principalement dans le système américain, dans le système français, dans le système allemand, dans le système chinois. Donc quand vous sortez de là, c'est un peu comme une clé et la serrure d'une porte. La clé que vous représentez, qui est le reflet de votre compétence, de votre savoir-faire, n'est compatible que dans l'environnement dans lequel vous avez appris.
Et parfois, c'est tellement spécifique que si vous changez même de pays dans le même continent, vous ne pourriez plus être aussi performant. Quelqu'un qui a été formé en France et qui voyage pour aller en Allemagne, ce ne sera pas forcément la même chose. Quelqu'un qui a été formé aux États-Unis et qui voyage pour aller au Canada, ce ne sera pas forcément la même chose. Quelqu'un qui a été formé en Italie et qui voyage pour aller travailler en Belgique, ce ne sera pas forcément la même chose. Alors que parfois, c'est le même continent. Pour dire à quel point le système est chirurgical. Et c'est donc à ce niveau que le problème commence. Parce que nous avons d'abord les raisons qui nous poussent à aller en Occident. Il y a plusieurs raisons. C'est clair qu'il y a le contexte social, il y a le complexe économique, il y a la manipulation médiatique aussi. Parce que à force de regarder les films, les séries qui vantent l'Occident, parce que les films et les séries sont une dynamique de soft power, d'intelligence économique qui nous pousse à préférer ce qui est fait ailleurs. Les autres pensent au marketing de leur pays. C'est peut-être nous en Afrique qui ne voyons pas l'importance de faire le marketing de notre pays. Les autres font des films, des séries, des reportages, des documentaires, produisent des émissions, même dans leur journal, valorisent leur pays. Parce que le but est de pousser les autres à vouloir venir dans leur pays, non seulement pour développer le tourisme, augmenter leurs revenus sur le plan touristique, mais surtout de s'installer dans leur pays, donc de contribuer à leur développement. C'est nous qui ne le faisons pas. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un jeune à se dire que je m'en vais en Occident continuer mes études, parce qu'il voit les médias, parce qu'il voit sa situation sociale et économique, parce qu'il voit ceux qui ont déjà voyagé et qui la plupart des fois ne montrent que la richesse, le fait d'avoir réussi, parce qu'il voit ceux qui sont avec lui dans son pays en Afrique qui ne s'en sortent pas. À un moment donné, il se dit, mais attends, pourquoi je vais rester souffrir ici? Donc il voyage, il s'en va en Occident, il entre dans un système qui est calibré. Et dans ce système, lorsqu'il en sort, il se retrouve avec une formation qui est comme la clé et la serrure d'une porte, dont sa clé ne peut être compatible que dans le pays dans lequel il s'est formé, ou tout au plus dans l'environnement dans lequel il s'est formé, qui peut comprendre plusieurs pays. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que même sur le plan social, économique, il n'est plus apte à pouvoir s'en sortir en Afrique. Parce qu'il est dans un environnement où d'abord, le crédit est beaucoup plus facilement accessible, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Donc, il peut facilement s'endetter pour avoir une maison, une voiture, un nouveau téléphone, payer ses études. S'il s'en sort bien à l'école, il peut bénéficier de nouvelles bourses qui lui permettent de pouvoir fréquenter, du moins gratuitement ou alors avec des taux beaucoup plus faibles. Il a la facilité sur le plan de la santé pour se soigner facilement avec un système de santé qui est plus performant, le système d'assurance qui est plus performant, le système bancaire qui est puissant, la technologie qui est très avancée, le social qui est beaucoup plus poussé et qui pousse donc à soutenir des personnes qui sont défavorisées, surtout dans les pays socialistes. Donc en fait, il se retrouve avec des réalités qui sont beaucoup plus avantageuses pour lui. Et ça lui donne l'envie d'aimer ce pays, ça lui donne l'envie de se projeter dans ce pays. Pire encore s'il commence à aimer une femme là-bas et qu'il se marie. Parce que quand tu te maries encore, c'est plus grave. Quand tu te maries, tu as ta femme, vous faites des enfants. Mais l'enfant, tu penses que lui va vouloir venir s'installer en Afrique? Ta femme va vouloir venir s'installer en Afrique? C'est un peu difficile. Surtout quand c'est toi-même au quotidien qui insulte ton pays en Afrique. Quand c'est toi-même qui dis tous les jours que ton pays, c'est la corruption, c'est la pauvreté, c'est tout ça. Mais quand tu dis ça et que ton enfant t'écoute, et que ta femme t'écoute, tu penses que ça lui donne l'envie de venir en Afrique, rester en Afrique, en plus de toi-même qui a une formation calibrée, qui n'est compatible que dans un environnement et qui a déjà bénéficié de beaucoup de largesse sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan éducatif, et du coup tu as envie de rester dans ces pays-là, ce qui est normal, tout le monde veut le meilleur pour lui. Mais sauf que ça construit donc un étalon qui nous pousse à ne plus vouloir rentrer en Afrique. Quand on rentre en Afrique, on ne voit que les manquements. Lorsqu'on arrive en Afrique, on remarque vite qu'il n'y a pas les autoroutes, on remarque vite que voilà, c'est vieux partout, on remarque vite que l'hôpital n'est pas optimal, on remarque vite les principaux manquements et du coup on a vite envie de rentrer chez soi. On veut venir en Afrique juste pour les congés, juste pour faire le proving, le démontrer, montrer qu'on est puissant avec sa grosse voiture, faire arrêter en boîte de nuit et tout. Mais après on veut rentrer là où le système éducatif est meilleur, là où l'hôpital est meilleur, là où on gagne mieux sa vie, ainsi de suite. Donc c'est un système malheureusement un peu de manipulation qui nous pousse à aimer ce qui est fait ailleurs et du coup à ne plus avoir envie vraiment de rentrer chez nous pour pouvoir contribuer à son développement, alors qu'en fait nous sommes des Africains et nous ne serions jamais des Occidentaux. Même si on fait 40 ans en Occident, on va toujours nous considérer comme des Africains. On va toujours nous demander, tu rentres quand?
On va toujours te demander, tu viens d'où? Tu as fini tes études, donc pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays? On va toujours nous dévaloriser, on va toujours utiliser les médias pour nous pousser à rester en Occident. Les documentaires pour nous montrer la corruption en Afrique, on va voir ça à la télé en Occident tous les jours. Les documentaires qui nous montrent la misère, qui nous montrent la souffrance, qui nous montrent la guerre tout le temps. En fait, vous allez remarquer en étant en Occident que quand vous regardez l'actualité de l'Afrique, c'est toujours la guerre, la souffrance, la corruption, la misère, les maladies, ainsi de suite. Et du coup, ça vous conforte dans l'idée que vous êtes dans le bon environnement, que vous avez fait le bon choix. Qu'en fait, vous êtes un heureux élu et que vraiment, vous devez tout faire pour respecter les conditions de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Sinon, vous risquez d'être chassé dans votre pays. La preuve, quand Donald Trump dit qu'on va rapatrier les Africains dans leur pays, les gens commencent à pleurer, souffrir, dire comment vraiment c'est injuste, pourquoi et tout ça, parce que personne ne veut rentrer chez lui. Et quand je parle du danger des bourses d'études, est-ce que je suis en train de dire que les Africains doivent rentrer en Afrique? Pas nécessairement. On peut contribuer au développement de l'Afrique sans forcément rentrer en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie d'un monde planétaire. Aujourd'hui, on peut être aux États-Unis et contribuer au développement de l'Afrique même sans y être. Aujourd'hui, on peut être en France et contribuer au développement de l'Afrique même sans venir en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la compétition, elle est intellectuelle. La compétition est sur le plan social et sur le plan culturel. La compétition n'est plus la présence physique, non. Il y a certains qui peuvent rentrer en Afrique, c'est bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui va forcément rentrer. Et ce n'est pas forcément en rentrant qu'on sera le plus efficace. Moi, je dis toujours que si vous avez fait 20 ans en France, quitter définitivement la France pour entrer en Afrique, je trouve que c'est une erreur. Parce qu'en France, vous avez bâti un réseau relationnel, vous avez bâti une crédibilité, vous avez montré une certaine expertise, vous connaissez un certain type de couloir, comme on le dit en Afrique. L'idéal serait de créer un pont entre les deux environnements. L'idéal serait d'apporter votre expertise en Afrique et de relier cette expertise et ce que ça va produire comme résultat avec l'Occident. Nous, on l'a fait par exemple dans plusieurs projets. Aujourd'hui, si nous avons des produits qui sont distribués en Occident, c'est parce qu'il y a des personnes en Occident, des Africains en Occident, qui ont décidé de créer le pont entre nous et eux. C'est parce qu'il y a des Africains qui ont dit, ok, moi je suis en France depuis 20 ans, je vais vous apporter mon expertise en comptabilité, en gestion, en relations clients, en expérience client, je sais pas, en benchmarking et tout ce que vous voulez, et ça va vous permettre de vous améliorer pour que je puisse créer le pont entre vous et nous. Parce que ces Africains qui sont en Occident et qui nous permettent de progresser en compétences et en performance et d'exporter nos produits en Occident, permettent à nos pays africains de gagner des devises sans forcément venir en Afrique. Donc on peut très bien contribuer au développement de l'Afrique sans venir forcément en Afrique. Donc quand je parle de fuite de cerveau, est-ce que vous savez par exemple qu'en France, il y a plus de médecins camerounais que dans tout le Cameroun réuni? Ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que tous ces médecins africains vont quitter la France pour venir en Afrique. Pour faire quoi? Ce ne serait pas forcément utile. Parce qu'ils ont une formation qui est comme la clé, qui ne peut être adaptable qu'à la serrure qui correspond à cette clé. Ils vont venir en Afrique, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas le plateau technique qu'il y a en France. Donc ils ne pourront pas facilement exercer. Parce que ce qu'ils ont appris correspond à leur contexte. Quand ils vont venir en Afrique, ils vont devoir réapprendre. Et c'est donc ça qui est complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas contribuer au développement de l'Afrique. Ils peuvent contribuer à former, ils peuvent contribuer à élever les capacités des médecins africains. Ils peuvent contribuer en créant des plateformes qui facilitent l'échange de compétences. Ils peuvent contribuer en faisant tellement de choses. Donc du coup, moi j'ai envie de savoir ce que vous en pensez de notre système éducatif, des bourses d'études et de comment est-ce que les Africains de la diaspora peuvent contribuer au développement de l'Afrique, même sans forcément y venir forcément. Parce que contribuer au développement de l'Afrique ne signifie pas forcément venir en Afrique, faire la ferme, l'élevage, machin et tout. Non, on peut contribuer de manière plus efficace en faisant beaucoup d'autres choses. Donc j'ai besoin de vos avis en commentaire et surtout partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour que ça permette à beaucoup d'autres personnes de pouvoir découvrir ce que nous faisons et surtout de pouvoir aussi découvrir nos prochaines vidéos. Donc j'ai hâte de lire vos avis en commentaire.